découverte du corps criblé de balles du député et opposant Chérubin Okende Sanga, jeudi sur une artère très fréquentée de Kinshasa, a provoqué une onde de choc dans le pays. Selon le procureur de la République près de la Cour de cassation, un suspect a été arrêté jeudi sur les lieux où a été découvert la dépouille de l'ancien ministre des Transports. L'homme, un proche du défunt, a affirmé avoir retrouvé le corps aux environs de 6 heures du matin grâce au système GPS du véhicule. Il y a un monsieur proche du défunt qui est venu ici. Il retire une correspondance à 11 heures et en réponse à cette correspondance, il vient déposer la suite à 16 heures et ça a été enregistré à 16 heures 2 minutes. Cette personne est entre nos mains parce que aussitôt qu'il est parti d'ici, il est revenu aux alentours de 20 heures pour venir chercher si le défunt se trouvait encore ici. Il réapparaît vers 6 heures, il se présente à 8 heures devant nos magistrats pour dire que c'est à l'aide d'un système GPS qu'il a découvert les corps ou la voiture. La veille, l'ancien ministre et porte-parole du parti Ensemble pour la République s'était rendu à la Cour constitutionnelle. Objectif, déposer une demande de report de son audition sur sa déclaration de patrimoine. Finalement, c'est son garde du corps qui est monté dans les locaux de la Cour pour déposer la demande. À son retour, le policier n'a plus vu ni Chérubin Okende ni sa voiture. Ce n'est que le lendemain que son corps sera découvert. La voiture avait un système de localisation GPS. Posez-vous autant de questions qu'entre 16 heures et 6 heures du matin, ou 20 heures quand il revient ici, ou entre 20 heures et très tôt ce matin, est-ce que son système GPS n'a pas fonctionné? Sur les lieux du crime jeudi, à côté du corps de l'opposant criblé de balles, se trouvait une arme qui appartiendrait à son garde du corps. Il est actuellement entendu par la justice dans le cadre de l'enquête. Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, a annoncé une nouvelle enquête sur les crimes de guerre présumés au Darfour lors d'un rapport présenté au Conseil de sécurité de l'ONU jeudi 13 juillet. Une décision qui intervient en réponse à l'intensification des violences exacerbées par un conflit de pouvoir entre deux généraux depuis 3 mois. Des violences qui auraient déjà fait plus de 3000 morts et 3 millions de déplacés et de réfugiés. As we speak, there are women and children. Alors que nous parlons, il y a des femmes et des enfants, des garçons et des filles, des personnes âgées et des jeunes qui ont peur pour leur vie, vivant dans l'incertitude au milieu du conflit. In the midst of conflict, Cette escalade, due à une lutte de pouvoir entre le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, et son ancien numéro 2, le général Mohamed Hamdan Daglo, a plongé le pays dans le chaos. Un chaos qui aujourd'hui conduit le monde non pas au bord d'une catastrophe, mais en plein milieu. we are, by any analysis, not on the precipice. Nous sommes, selon toute analyse, non pas au bord d'une catastrophe humaine, mais en plein milieu de celle-ci. C'est en train de se produire. Nous devons agir de toute urgence, collectivement, pour protéger les plus vulnérables. Si cette phrase souvent répétée de « plus jamais cela » doit signifier quelque chose, elle doit signifier quelque chose ici et maintenant. It must mean something here and now. C'est dans ce contexte que la CPI a décidé de lancer une enquête sur les incidents récents, soutenue par une large gamme d'informations concernant les présumés crimes de guerre et crimes contre l'humanité depuis le début des hostilités en We avril. need to show that Nous devons prouver que nos actions vont au-delà des mots et des promesses. Nous devons mettre en place des actions tangibles. Cela ne dépendra pas uniquement de la qualité et de l'efficacité de nos enquêtes, ni de la délivrance de mandats d'arrêt si les juges de la CPI approuvent nos demandes. Mais nous devons réellement mettre en œuvre la justice pour distinguer le vrai du faux et pour assurer aux gens du Darfour que leurs vies ont de la valeur. their lives mean something at all. Bien que cette enquête soit nécessaire, elle risque d'exacerber les tensions entre la CPI et le gouvernement soudanais, qui a déjà rejeté l'accusation de non-coopération formulée par Karim Khan. Au Sénégal, les autorités ont annoncé que les rassemblements du parti de l'opposant Ousmane Sonko étaient désormais interdits. Pour justifier sa décision, le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, affirme que ces rassemblements menacent l'ordre public. Prévus samedi et dimanche,
Ces rassemblements avaient pour but de désigner le leader du PASTEF comme candidat de son parti à l'élection présidentielle 2024. Des indices font croire que ces rassemblements constituent de réels risques de troubles à l'ordre public. Des appels à travers les réseaux sociaux invitent les sympathisants de cette formation politique à investir d'ores et déjà les grands marchés et les principaux axes et lieux de rassemblement. Pour contourner l'interdiction du gouverneur de Dakar, les sympathisants d'Ousmane Sonko ont décidé d'organiser la cérémonie d'investiture dans le stade Amadou Barry de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, mais là encore, ils ont essuyé un refus. Cette fois-ci, c'est le préfet du département de Guédiawaye qui rejette la délocalisation de l'investiture pour les mêmes raisons que le gouverneur de Dakar. Interdit pour risque de trouble à l'ordre public, le rassemblement projeté pour le 15 juillet 2023 de 14h à 19h au stade Amadou Barry par les sieurs Mamadou Wade, Ngaïsar et Mamadou Seye, responsables locaux de PASTEF. Dans la foulée, le parti PASTEF a annoncé que ces arrêtés étaient illégaux et qu'ils ne visaient qu'à empêcher les meetings d'Ousmane Sonko. Le PASTEF a également donné rendez-vous à ses partisans pour une déclaration importante d'Ousmane Sonko vendredi. Les autorités sénégalaises ne veulent pas revivre le même scénario qu'au mois de juin. Des violences entre manifestants et forces de l'ordre avaient causé beaucoup de dégâts. Certains s'étaient attaqués à des biens publics et privés, des commerces et autres. Amnesty International avait décompté au moins 23 morts, 16 selon le gouvernement sénégalais. Des jets de pierre et des tirs de gaz lacrymogène mercredi dans les rues de Kenya. À l'appel de l'opposant Raila Odinga à travers tout le pays, plusieurs centaines de Kenyans ont manifesté malgré l'interdiction contre la nouvelle taxe imposée par le gouvernement. Résultat, des affrontements meurtriers entre protestataires et policiers accusés d'usage excessif de la force, encore plus de tirs à balles réelles. La police fait un usage excessif de la force contre les citoyens et beaucoup ont été blessés. Même mon frère est soigné pour des blessures par balle. Il en a reçu une dans la jambe et ça nous a fait du mal. Vous avez bloqué les élections, nous ne sommes pas heureux et nous souffrons. Nous ne battons pas pour l'ODM, mais nous souffrons dans nos maisons. Bilan, au moins 9 morts, dont 5 blessés en banlieue de Nairobi. Des morts imputées à la police qui a procédé à plus de 300 arrestations pendant les manifestations. Face aux critiques sur sa gestion des manifestations de l'opposition, jeudi, l'autorité indépendante chargée de la surveillance de la police a annoncé l'ouverture d'une enquête. Cette enquête se penchera également sur l'incident survenu dans une école d'une banlieue de la capitale où les forces de sécurité auraient fait usage de gaz lacrymogène. Conséquence, une cinquantaine d'élèves ont dû être hospitalisés. En attendant les conclusions de l'enquête, l'opposition ne compte rien lâcher. De nouvelles manifestations sont prévues mercredi prochain. Dans un rapport publié jeudi, l'ONU-SIDA révèle qu'il existe une voie pour mettre fin au virus du sida d'ici 2030. Le rapport précise que le chemin qui mettra fin au sida n'est pas un mystère, mais un choix. Un choix qui nécessite un engagement politique fort et une aide financière conséquente. Preuve de cet argument, les pays et les régions où les investissements financiers sont les plus importants sont là où l'on enregistre les meilleurs progrès. L'Afrique orientale et australe est aussi la région où les ressources ont été bien déployées et nous constatons que là-bas, depuis 2010 jusqu'à présent, les nouvelles infections ont été réduites de 57%. C'est la région avec la plus forte baisse des nouvelles infections. Pour atteindre ces résultats, les conditions à suivre sont bien précises. Cela passe par l'utilisation des données, de la science et des preuves, la lutte contre les inégalités qui freinent les progrès, le soutien apporté au rôle essentiel des communautés et des organisations de la société civile dans la riposte et la garantie d'un financement adéquat et pérenne. Un travail de longue haleine, car même s'il y a des avancées, beaucoup de personnes vivent encore avec le VIH dans le monde. En 2022, le sida a coûté la vie à chaque minute. C'est toujours un tueur,
et parfois le tueur numéro 1 dans certains pays, comme le Mozambique. Nos données montrent que les services de traitement manquent encore à 9,2 millions de personnes. Nous devons encore les trouver et leur faire suivre un traitement. 9,2 millions de personnes vivant avec le VIH ne sont pas sous traitement, dont 660 000 enfants. L'exemple des pays d'Afrique orientale et australe, où de grands progrès ont été signalés, pousse la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, à appeler à plus d'investissement dans la lutte contre le sida. Pour elle, la fin du sida serait l'occasion pour les leaders d'aujourd'hui de sauver des millions de vies et protéger la santé de tous et toutes, en plus de laisser une trace incroyable dans l'histoire. Port du masque, test Covid ou présentation du carnet de vaccination ne sont plus obligatoires pour franchir les frontières camerounaises. Le ministre de la Santé publique a annoncé la levée de toutes les restrictions conditionnant l'entrée aux postes de frontières terrestres, maritimes et aériennes en vue de limiter la propagation de la Covid-19. Comme dans plusieurs pays africains, des milliers de familles ont payé le lourd tribut. Le pays le plus touché en Afrique centrale par la Covid-19 en 2020 a plutôt connu une régression systématique du nombre de contaminations en 2023, ce qui a favorisé la levée de l'interdiction des manifestations liées aux festivités de la célébration du 20 mai, après 2 ans de trêve. Par ailleurs, a précisé le ministre de la Santé publique, la sortie du territoire en ce qui concerne cette maladie ne sera que conditionnée par les exigences des pays étrangers. L'économie a elle aussi été fragilisée. Cette année, en raison des répercussions de la pandémie, l'inflation est évaluée à 5,3%. Cette période, post-Covid, est désormais consacrée à la résilience. Le pays veut tirer ses revenus de ses ressources propres et rationaliser ses dépenses. Selon le décret adopté mardi par le Conseil du gouvernement malgache, tout candidat à l'élection présidentielle de cette année devrait s'acquitter de 200 millions d'ariari, soit environ 40 000 €. Un montant 4 fois plus élevé que la caution demandée en 2018 de 50 millions d'ariari, ce qui suscite des critiques. Si certains estiment que cette somme permet d'éviter les candidatures farfelues, d'autres dénoncent une somme exorbitante qui exclut d'office de nombreux candidats potentiels. Un montant qui n'avait pas été révisé depuis 10 ans, a indiqué le Conseil du gouvernement. Pour l'ancien chef de l'État et fondateur du parti TIM et candidat à l'élection présidentielle, Mac Ravalomanana, la caution devrait être la même qu'en 2018, conformément à la loi organique. Cette révision ne respecte pas la loi selon lui. L'élection se tiendra le 9 novembre pour le premier tour et le 20 décembre pour un éventuel second tour. Le constructeur automobile japonais Nissan a annoncé vendredi le rappel de près de 700 000 véhicules au Japon pour divers défauts de fabrication et que des centaines de milliers d'unités allaient être aussi concernées à l'étranger. Les différents défauts à l'origine de ces rappels n'ont pas occasionné jusqu'à présent d'accidents au Japon. Ils concernent les modèles Note, Note Aura, Serena, Kits et sa voiture électrique Lift. Un total de 699 000 unités de ces modèles est concerné dans le pays et beaucoup d'entre elles sont affectées par plusieurs défauts à la fois, a précisé une porte-parole du groupe. À l'étranger, au moins 749 000 véhicules vont être également concernés par des rappels sur leurs marchés respectifs, selon cette porte-parole qui n'était pas en mesure de donner un chiffre précis. Comme chaque année, le 14 juillet marque la fête nationale française qui célèbre la prise de la Bastille en 1789. Et comme chaque année, après le passage spectaculaire de la patrouille de France, un défilé militaire a lieu sur les Champs-Élysées, durant lequel le président de la République passe en revue les différents corps armés. Une fierté nationale pour tous les Français, pour tous les militaires, mais aussi pour des lycéens militaires africains qui vont défiler pour la première fois. Ils sont prêts comme tous les autres, comme tous les autres Britanniques, Africains qui sont là, c'est-à-dire le Sénégal, Madagascar, Côte d'Ivoire, le Gabon, le Bénin et le Congo qui est là. Tout le monde est... Soyez rassurés, tout le monde est prêt. Cette année, c'est Narendra Modi, le Premier ministre indien, qui est l'invité d'honneur. Jeudi soir, il a reçu la Grande Croix de la Légion d'honneur lors d'une cérémonie à l'Élysée pour célébrer son rôle dans le renforcement des relations franco-indiennes. C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte la Grande Croix de la Légion d'honneur.
C'est un honneur pour les 1,4 milliard d'habitants de l'Inde. Je remercie le président Emmanuel Macron, le gouvernement et le peuple français qui montrent leur profonde affection envers l'Inde et la poursuite de l'amitié avec notre nation. Cette manifestation avait par ailleurs vocation à incarner la hausse du budget des armées alors que le Parlement a définitivement adopté jeudi une nouvelle loi de programmation militaire d'une enveloppe de 413 milliards d'euros d'ici à 2030, soit une hausse de 40% par rapport à la précédente. Aujourd'hui, c'est notre fête nationale avec des invités de marque venus du monde entier, évidemment le Premier ministre indien, mais pas que. Puis on est au lendemain du vote de la loi de programmation militaire qui va doubler le budget des armées. Et ça, c'est évidemment historique parce qu'au quotidien, c'est plus d'équipements, plus d'entraînement, des infrastructures, logements, bâtiments, etc., qui vont être complètement rénovés. C'est aussi évidemment des progressions en matière indiciaire ou indemnitaire pour l'ensemble de nos soldats. Donc en fait, il y aura un avant-après la période Macron, pour être très direct. Au total, l'édition 2023 du défilé qui s'est déroulée sans accroc a rassemblé 6500 participants, plus de 60 avions, 28 hélicoptères, 157 véhicules et 62 motos, sans oublier les 200 chevaux de la garde républicaine.